Le 11 mars 1961. Il faut se battre pour partir de là-bas. J'ai commencé à aller gronder tout, ça leur dit qu'il me faisait perdre tout mon temps. Alors j'ai pu venir. Autrement, c'est impossible. C'est presque du luxe maintenant. Voilà. Quand est-ce que c'est pas la nuit dernière, c'est la nuit d'avant. J'étais avec toi. Et puis j'ai entendu, pendant que j'étais avec toi, j'ai entendu la pendule sonner. J'ai pas compté. Je me suis dit, je ne sais pas. Je me suis dit, c'est 4 heures. Je saute de mon lit et je vais dans la salle de bain. Et 1 heure après, je m'aperçois qu'il est 4 heures. Je me suis levée à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, nous étions ensemble pour assez longtemps. J'étais allée où? Je ne sais pas. Je vivais quelque part. C'était certainement quelque part dans le mental. Et nous étions ensemble, nous avions travaillé, fait toutes sortes de choses, vécu longtemps ensemble, enfin pendant je ne sais pas combien de temps, parce que le temps n'est pas le même. Et puis alors je devais revenir ici, c'est-à-dire chez moi dans l'Inde. Pas chez moi ailleurs, chez moi dans l'Inde. C'est-à-dire chez Sri-Aurobindo. Je devais revenir chez Sri-Aurobindo. Il y avait Pavitra aussi qui était là. Mais c'était pas avec... Pavitra était occupé là. Et quand il a su que je m'en allais, il venait. Et il essayait d'intervenir. Et alors toi, tu m'aidais au contraire, et je me disais, est-ce que j'emporte quelque chose ou je n'emporte rien? Je n'ai besoin de rien. Je vais aller toute seule. Ça t'ennuyait un petit peu pour le journée, je disais, le voyage. Je disais, il y a beaucoup de complications pour aller. Mais ça ne fait rien. Mais si tu savais comme c'était vivant, n'est-ce pas, concret, et les impressions étaient cette impression de faire c'était un long voyage, comme si je traversais la mer, tu comprends, mais c'était pas physique, un long voyage. Et alors, je me souviens que je pensais, j'étais avec toi, tu étais là, je me disais, enfin, lui. Enfin, j'ai trouvé un être raisonnable qui n'essaye pas de m'empêcher de faire ce que je dois faire. J'avais une très haute opinion de toi, c'est pour ça que je te le dis. Et en me réveillant, je me suis réveillée brusquement, n'est-ce pas, avec ces coups de la pendule, et que je n'ai pas compté. Et en me réveillant, mon impression était, vraiment, il est gentil. Ça, c'est un bon camarade. Il est bien gentil. Voilà, pour ça. Mais je me suis levée 1 heure trop tôt. Oh, ça, c'est la beauté supramentale. Ça, c'est la victoire supramentale. Ça, c'est l'endurance pour y aller. Ça, c'est la promesse. Et puis ça, c'est les lys d'ici, ça.
Et dedans, il y a attachement pour l'univers. Je l'ai apporté parce que c'est joli. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà commencé à répondre. Déjà commencé à répondre. Oui. Oh, tu sais, je lis et puis ça vient comme ça, comme si on ouvrait un robinet. Comme ça, c'est pour les trois. Quand tu as triomphé dans un débat aux discuteurs acharnés, tu es bien à plaindre, car tu as perdu une occasion d'élargir ta connaissance. Comme c'est bien ça, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, à quoi servent les discussions? Quelle est la meilleure manière de faire comprendre aux autres ce que l'on sent être vrai? La seconde partie, je n'y ai pas touché vraiment. C'est la première partie, à quoi servent les discussions. J'ai dit ceci. Généralement, ceux qui aiment discuter sont ceux qui ont besoin, pour clarifier leurs idées, du stimulant de la contradiction. N'est-ce pas? C'est une chose que je vis presque constamment. N'est-ce pas? Autour de moi, des gens. C'est évidemment le signe d'un stade intellectuel élémentaire. Mais, et alors, si on peut assister à une discussion, je veux dire, même si c'est avec soi-même que l'autre discute, n'est-ce pas? C'est à voir. Mais si on peut assister à une discussion en spectateur impartial, on peut toujours en tirer profit pour considérer une question ou un problème à plusieurs points de vue. Et en cherchant à concilier les opinions opposées, on peut élargir ses idées et s'élever. La question suivante est posée à Mère. Est-il vrai qu'il y ait eu un paradis terrestre? Pourquoi l'homme en a-t-il été chassé? Au point de vue, la dernière question, au point de vue historique, je ne parle pas au point de vue psychologique, je parle au point de vue historique. Si je me place sur le terrain de mes souvenirs, comment ça, ce n'est bon que pour... Je ne peux pas le prouver. Je ne peux rien prouver. Et je ne pense pas qu'il n'y ait aucune preuve vraiment historique, c'est-à-dire qui a été conservée. Ou en tout cas, on ne l'a pas encore trouvée. Il y a certainement eu un moment de l'histoire terrestre où il y avait une sorte de paradis terrestre dans le sens de vie parfaitement harmonieuse et
parfaitement naturel. C'est-à-dire que la manifestation du mental était encore en accord complet avec la marche ascendante de la nature et dans une harmonie totale, sans perversion et déformation. C'était le premier stade d'une manifestation mentale dans les formes matérielles. Combien de temps ça a duré? Ça, ces choses-là sont difficiles à dire. Mais c'était une vie pour l'homme qui ressemblait à une sorte d'épanouissement de la vie animale. Et, n'est-ce pas, mon souvenir est une vie où le corps était parfaitement adapté à son entourage naturel et le climat aux besoins du corps, le corps aux besoins du climat, la vie était tout à fait spontanée et naturelle comme serait une vie animale plus lumineuse et plus consciente. Mais elle n'avait absolument rien des complications et des déformations que le mental, dans son développement, a apporté plus tard. Le souvenir de cette vie-là, je l'ai. Je l'ai eu, je l'ai revécu, n'est-ce pas, quand j'ai pris conscience de la vie de la Terre tout entière. Mais je ne peux pas dire ni combien de temps ça a duré, ni sur combien d'espace c'était répandu. Ça, je ne le sais pas. Mais la condition et la condition, l'état, ce qu'était la nature matérielle et ce qu'était la forme humaine et la conscience humaine à ce moment-là, et cette espèce d'harmonie avec tous les autres éléments de la Terre, l'harmonie avec la vie animale, n'est-ce pas? Il n'y avait pas cette espèce, il n'y avait pas de contradiction et de friction et aucune perversion. Le mental était pur, simple, lumineux, pas compliqué. Et c'est certainement avec les progrès de l'évolution, n'est-ce pas, la marche de l'évolution, quand le mental a commencé à se développer pour lui-même, en lui-même, que toutes les complications, toutes les déformations, ce qui fait que cette histoire, n'est-ce pas, qui paraît tellement enfantine, cette histoire de la Genèse, naturellement, dans les vieilles traditions, l'histoire de la Genèse, c'était comme les Védas. Chaque lettre était le symbole d'une connaissance. Et c'était le résumé en quelques lignes de la connaissance traditionnelle, comme le Veda et le résumé, n'est-ce pas, imagé de la connaissance de ce temps-là. Mais à part ça, même le symbole avait une réalité, dans le sens que vraiment il y a eu
une période de vie sur la Terre, la première manifestation en forme humaine de la matière mentalisée. C'était encore en complète harmonie avec tout ce qui précédait. Et c'est seulement plus tard, et alors le symbole de l'arbre de la connaissance, n'est-ce pas? C'est cette espèce de connaissance qui n'est plus divine, n'est-ce pas? Cette connaissance matérielle provenant du sens de la division qui a commencé à tout gâter. Combien de temps cette période a été? Parce que le souvenir aussi est que c'était une sorte de vie presque immortelle. Il semble que c'est une sorte d'accident de l'évolution qui a fait que, étant intervenue la nécessité de la disruption des formes pour le progrès. Alors je ne peux pas dire, mais ça a été comme ça. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Ou, d'après les impressions, mais ça c'est seulement des impressions, il semblerait que ce serait dans le voisinage je ne sais pas exactement si c'est de ce côté-ci de Ceylan et de l'Inde ou de ce côté-là. Mais c'était certainement un endroit qui n'existe plus, qui a été probablement englouti par la mer. La vision de cet endroit et la conscience de cette vie et de ces formes, ça c'est très clair. Mais des précisions purement matérielles, je ne peux pas les donner. Est-ce que ça a été pendant des siècles? Est-ce que ça a été... Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. À dire vrai, quand j'ai vécu ces moments-là, je n'ai pas eu de curiosité pour pouvoir... On est dans un autre état d'esprit. Pas de curiosité pour... n'est-ce pas, justement changer ça en des données historiques. Pas du tout. C'était quelque chose de tellement simple, lumineux, harmonieux, hors de toutes les préoccupations que nous avons. Justement, hors de toute préoccupation du temps, de la place. C'était une vie spontanée, extrêmement belle et si proche de la nature, qui était comme un épanouissement naturel de la vie animale et il n'y avait pas d'opposition, ni de contradiction, ni rien du tout. Tout se passait le mieux du monde.
j'ai eu d'une façon répétée, en des circonstances différentes, plusieurs fois, un souvenir analogue. C'était pas exactement la même scène et les mêmes images. Non, c'est pas ça. Parce que c'était pas quelque chose que je voyais, c'était une vie que j'avais, n'est-ce pas? Pendant un certain temps, pas que ce soit le nuit ou le jour, dans une certaine transe, c'était une vie que j'ai vécue et qui était avec la pleine conscience que c'était l'épanouissement de la forme humaine sur la terre. Les premières formes humaines qui ont été capables d'incarner l'être divin que je suis. N'est-ce pas? C'était ça. La première fois que j'avais pu me manifester dans une forme terrestre, dans une forme particulière, dans une forme individuelle. Non pas une vie générale, mais une forme individuelle. C'est-à-dire la première fois que s'est fait la jonction entre l'être d'en haut et l'être d'en bas à l'aide de la mentalisation de cette matière physique. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois, mais toujours avec un cadre analogue et un sentiment tout à fait analogue d'une simplicité si joyeuse, sans complexité, sans problème, sans toutes ces questions. Il n'y avait rien, absolument rien de ça. C'était l'épanouissement d'une joie de vie. Pas autre chose que ça. Dans un amour général, une harmonie générale, les fleurs, les minéraux, les animaux, tout ça, ça s'entendait parfaitement bien. Ce n'est que longtemps après, ça c'est impression personnelle, longtemps après que, probablement par la nécessité de certaines cristallisations mentales pour l'évolution générale, pour que le mental puisse se préparer à passer à autre chose. C'est là et il semble que c'est comme une chute dans un trou, n'est-ce pas, dans une laideur, une obscurité. Après ça, tout devient si sombre, si laid, si difficile, si pénible. Ça donne vraiment l'impression d'une chute. Théon, lui, disait que ce n'était pas, comment dire, inévitable. Lui, il prenait l'intervention, n'est-ce pas, il était il était convaincu je l'ai expliqué déjà, n'est-ce pas, que dans la liberté totale de la manifestation, cette séparation de l'origine, qui est la cause, n'est-ce pas, la séparation volontaire de l'origine qui est la cause de tout le désordre. Comment expliquer les mots sensibles? Nous pouvons dire que c'était inévitable puisque c'est arrivé.
Mais si on sort de la création, on aurait pu concevoir une création où ça ne se serait pas produit. Suivant chez Aubineau, c'était à peu près la même chose, n'est-ce pas? Une sorte d'accident, si on veut. Mais un accident qui a permis une perfection beaucoup plus grande et beaucoup plus totale à la manifestation que si ça n'avait pas pris place. Ça, c'est encore dans le domaine des spéculations. Et des spéculations tout au moins inutiles, parfois. Mais en tout cas, l'expérience, le sentiment, c'est ça. Tout d'un coup. Pour la Terre, probablement, ça s'est produit comme ça tout d'un coup. Une sorte d'ascension. La Terre, c'est une toute petite concentration. Universellement, autre chose. Et voilà. Ça, c'est peut-être intéressant à dire. Alors, le souvenir de ça est conservé quelque part. N'est-ce pas? Partout où sont conservés les... Et alors, ceux qui sont capables d'entrer en rapport avec ce souvenir peuvent dire ça existe encore, mais ça n'existe pas matériellement. N'est-ce pas, je ne vois... Évidemment, il y a toujours une façon symbolique d'expliquer les choses. Et, n'est-ce pas, cette explication que l'homme a été chassé du paradis, Théon, lui, l'a donné comme du moment que l'être hostile est devenu a pris la position de Seigneur suprême par rapport à la réalisation terrestre, il ne lui a pas plu que l'homme fasse ce progrès mental qui lui donnerait la connaissance lui permettant de ne plus lui obéir. Ça, c'est l'explication occulte de Théon. Autrement, c'est, n'est-ce pas, selon Théon, ce serpent, ce n'était pas du tout l'esprit du mal, c'était la force évolutive. Et ça, sur Bindo était pleinement d'accord, il disait la même chose. C'est la puissance évolutive mentale qui a mené l'homme vers la connaissance. Une connaissance qui était une connaissance de division et c'était le fait qu'il est devenu conscient de lui-même avec le sens du bien et du mal, n'est-ce pas? Alors, naturellement, ça a tout gâté. Il n'a pas pu rester. Il a été chassé par sa conscience elle-même. Il ne pouvait plus rester. Mais ça, n'est-ce pas? Selon moi, ces choses-là
toutes ces vieilles écritures et ces vieilles traditions, elles ont un contenu gradué. Et suivant les époques, suivant les gens, suivant les nécessités, un certain symbole ou un autre a été tiré de là et utilisé. Il y a un moment où, quand on dépasse toutes ces choses et qu'on les voit de ce que Sciobino appelle l'autre hémisphère, ce sont seulement des manières de dire pour mettre en contact une sorte de pont, de lien entre la façon inférieure de voir et la façon supérieure de savoir. Ça va au premier. Les gens qui discutent en disant non, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Il y a un moment où ça paraît tellement drôle. Tellement. Et rien que ça, n'est-ce pas, cette réponse spontanée de tant de gens, oh ça c'est impossible. Ça, rien que ce mot-là, ça, c'est tellement comique. Et le moindre, je peux dire le plus élémentaire développement intellectuel vous fait savoir que vous ne pourriez même pas le penser si ce n'était pas possible. Voilà mon petit, alors, bavarder un petit peu. Ça va? Oui. Aussi, tu sais, si on pouvait retrouver ça, mais c'est impossible. Au fond, ils ont abîmé la terre. Ils l'ont abîmée. Ils ont abîmé l'atmosphère, ils ont tout abîmé. Et alors, il faut, pour que ça redevienne quelque chose comme ça, il faut en faire du chemin. Surtout du chemin psychologique. Mais même la structure de la matière, avec leurs bombes et leurs expériences et leurs... Ouf, ils ont fait un gâchis, tout ça. Ils ont vraiment fait un gâchis avec la matière. Comment? Probablement, non pas probablement, il est tout à fait certain que c'était nécessaire pour la triturer, la barater, la préparer pour être capable de recevoir ça, la nouvelle chose qui n'est pas encore manifestée. Elle était très simple et très harmonieuse et très lumineuse, mais pas assez complexe. Et c'est cette complexité qui a tout gâté, mais qui amènera une réalisation infiniment
plus consciente, infiniment plus consciente. Et alors, quand elle deviendra aussi harmonieuse, aussi simple, aussi lumineuse, aussi pure. Simple, pure, purement divine. Avec cette complexité, on pourra faire quelque chose. Ça ne fait rien au fond. D'ailleurs, pendant que je marchais dans une sorte d'univers qui était exclusivement le divin. Ça se touchait, ça se sentait, c'était dedans, dehors, partout. Pendant 3/4 d'heure, rien de ça. Voilà. J'étais sûr qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de problème. Et cette simplicité, c'était rien à penser, rien à vouloir, rien à décider. Être. Être dans une complexité infinie d'une unité parfaite. Tout était là, mais rien n'était séparé. Tout était en mouvement et rien ne se déplaçait. C'était vraiment une expérience. Quand on sera comme ça, on sera complètement. Au revoir, petit.